Bonsoir. Tous les ans, en tout début d'année et en tout début janvier, nous attendons la nouvelle loi de finances. Tous les ans, à cette période, nous découvrons le texte sur lequel se fera la gestion de notre fiscalité, qu'on soit entreprise économique ou simple citoyen de manière générale. Une loi de finances est présentée comme l'acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. Elle autorise en fait le pouvoir exécutif à percevoir l'impôt et à engager des dépenses publiques pendant une période déterminée, une année pour l'Algérie. Une loi de finances aussi peut contenir d'autres dispositions relatives aux finances publiques. Alors, chaque loi de finances apporte son lot de changements, avantages, inconvénients, la définition et la considération de tout un chacun diffèrent. Avec nos invités, nous reviendrons ce soir sur les principaux dispositifs pour 2022, ce qu'il y a lieu de retenir. Et la grande question, l'entreprise économique en est-elle bénéficiaire après presque 3 ans de difficultés, en partie en raison de la crise sanitaire? Est-ce une loi qui encourage vraiment l'investissement? L'émission d'aujourd'hui est intitulée Loi de finances 2022. Quelles réformes retenir? Bienvenue dans Insight. Mes invités sont Rafik Boussa, CEO de Grant Thornton Algérie, cabinet audit et conseil. Bonsoir Rafik Boussa, merci d'être avec nous. Bonsoir Ahmed, merci pour l'invitation. Mouloud Kaoubi, analyste, économiste financier, bonsoir. Mahfoud Kaoubi, et merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, d'abord, quel commentaires pouvons-nous placer en tout ce début d'émission? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ou qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit à la découverte de cette loi de finances pour 2022? Très bien. Donc je vais y aller. Donc merci Ahmed. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes meilleurs vœux de Yenayer, Azgas Amgas. Alors donc pour répondre à votre question, ce qui concerne donc la loi de finances 2022, c'est un événement effectivement majeur attendu par les différents agents économiques, qu'ils soient entreprises, particuliers ou en tout cas l'ensemble de la sphère économique, qui retrace la volonté donc du pouvoir public quant à leur engagement de l'année par rapport à l'exercice financier 2022. Ce qui a retenu en tout cas mon attention par rapport à cette loi de finances, il y a un ensemble de dispositions en tout cas qui ont retenu mon attention. Il y avait cette volonté de revoir le système de subvention. Donc on a acté le principe d'engager cette réforme-là, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui il y a une politique de gaspillage, la subvention qui est à revoir. Donc en tout cas, cette loi de finances met l'ancrage, même si on n'est pas allé dans le détail. On parle de commission qui sera mise en place pour revoir le système de subvention et de ciblage. Donc ça, c'est une première disposition qui a attiré notre attention. Il y a la partie relative à l'IRG, on en parle. Je pense, c'est un sujet aussi qui a retenu notre attention par rapport à la révision du barème IRG, révision des niveaux d'IRG aussi. Également, donc, on va revenir dans le détail, il y a aussi cette, je dirais, politique qui vise à revoir les flux de manière graduelle. On est passé donc, des niveaux supérieurs à des niveaux de plus en plus rétrécis. Donc, il y a une volonté de rétrécir le champ d'application, en tout cas, de l'EFU. Et également, l'autre disposition qui a retenu mon attention, cette main tendue pour dire que voilà, donc, tous les agents économiques qui sont en dehors de la sphère, formelle, sont invités à rejoindre la sphère formelle et avec une garantie d'aucune poursuite pour ces agents qui opèrent aujourd'hui dans l'informel, à condition qu'ils rejoignent la sphère formelle de manière volontaire avant qu'un contrôle, avant qu'ils soient obligés de le faire lors d'un contrôle. Donc cette condition-là, en tout cas, cette main tendue, cette volonté de faire une réconciliation avec des agents économiques qui sont en dehors du secteur formel. Donc quelques dispositions. Grosso modo, voilà ce qui a retenu votre attention. Voilà, après on pourra en revenir en tout cas. Bien sûr, tous les points sont importants. Mahfoud Kaoubi, quel commentaire dès la découverte de cette loi de finances? Pour compléter même la définition, vous avez donné une définition de la loi de finances qui est importante. Et il y a d'autres définitions, bien sûr. Celle que la loi de finances est un instrument dont dispose le gouvernement pour la réalisation de son plan d'action ou de sa politique économique. Et dans ce sens, qu'est-ce qu'on attendait et qu'est-ce qui a été fait et prévu dans cette loi de finances? Donc, une loi de finances qui intervient
c'est la troisième loi de finances post-Covid ou après l'avènement du Covid, deux lois de finances complémentaires, celle de 2019 et celle de 2020, et une loi de finances, celle de 2021. Donc on attendait comment le gouvernement allait relancer justement une économie qui a été touchée de plein fouet par les conséquences financières du Covid, un marasme que les entreprises de divers secteurs d'activité ont vécu pendant pratiquement 2 années, et puis une autre contrainte, celle que le gouvernement a connue durant ces 3 dernières années, plus particulièrement, celle de la rareté et tarissement des ressources financières du Trésor public. Et puis, maintenant, comment le gouvernement a répondu à tout cela? Moi, personnellement, je dirais que cette loi de finances est principalement à connotation fiscale, annoncée par le réaménagement ou la révolution, je dirais, du système d'IRG, et puis certains signaux, certaines dispositions prises à l'encontre du monde de l'entreprise par des révisions à la baisse de certains impôts et par de nouvelles impositions aussi, il faudra le rappeler. Et puis il y a cet élément qui est important dont vient de parler, d'être évoqué par M. Boussa, celui de la remise en cause du principe des subventions universelles ou du système de subvention qui a été malheureusement pas débattu d'une manière qui devrait l'être, notamment pour un élément aussi important que cela. Autre chose, je dirais que cette loi de finances n'a pas eu le débat qu'il fallait et qu'on observait dans les lois de finances antérieures. Le débat à l'Assemblée nationale ? Peut-être parce que l'Assemblée générale était fraîchement élue, mais je dirais que les débats aussi au niveau de la presse, au niveau des professionnels, généralement les lois de finances, avant de passer au Parlement, suscitaient un débat. Alors que ça méritait, parce que le débat entraîne des conséquences sérieuses dans l'application et enrichit un petit peu les options. Pourquoi? Je dirais, il y a des circonstances un peu particulières, on en passera, mais sur le contenu, il y a plein de choses qu'on pourrait débattre. Alors, je vous ai vraiment laissé tout dire au début comme préambule pour un peu avoir l'atmosphère globale et vos appréciations générales de cette nouvelle loi de finances. On va essayer d'aller dans le détail en tous les cas. Vous venez de citer un certain nombre de questions très importantes. D'abord, est-ce qu'il y a des surprises, des nouveautés qui retiennent votre attention ? On va dire des points sur lesquels vous ne vous y attendez pas. Vous, en tant qu'expert, vous avez l'habitude de suivre constamment cette actualité économique. Est-ce que cette loi de finances comprend des nouveautés ou vraiment des surprises, si on peut les appeler ainsi? Alors, il y a des bonnes surprises, je dirais, donc, parmi lesquelles, je dis d'abord, donc, il y a c'est une revendication du patronat par rapport à la suppression de la TAP, donc la taxe sur le chiffre d'affaires, qui est quand même, on taxe le chiffre d'affaires, on ne taxe pas le résultat ou le bénéfice, donc c'est une taxation d'un chiffre d'affaires qui était décrié, je dirais que c'était une revendication depuis plusieurs années. Ça a été réduit, mais pas supprimé. Mais là, on parle de 0% pour société de production. Société de production de biens. Parce que là, parce que l'offre de production de biens ou de services diffère. Alors ça, on en parlera. Parce que là, certainement, il faut plus faire des sélections entre de biens et de services. Aujourd'hui, nous avons des économies mondiales. Prenez des grandes économies où les services représentent une part importante de leur économie. Prenez le Royaume-Uni ou les États-Unis, où vous avez toutes des sociétés de services. Le Nasdaq, par exemple, c'est des sociétés de services qui sont cotées à la bourse américaine et qui pèsent des trillions de dollars. Donc, pour dire que la notion de production de services, elle est importante. Revenons à notre sujet d'exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a la bonne surprise, en tout cas, c'est la suppression totale, pure et simple, pour les sociétés de production de biens. Voilà. Par contre, celle de production de services, tous les autres secteurs, il y a une réduction de 0,5. Voilà, donc de 2 à 1,5. Bon, c'est 0,5%, mais ça représente, je dirais, quand même un effort important. Ça se comprend, on ne peut pas tout supprimer de suite, parce qu'il faut qu'il y ait aussi des recettes. Il y a des budgets de fonctionnement, on ne peut pas tout raser de suite. Donc ça, c'est normal. Donc il y a une approche graduelle. Donc ce qui est normal, c'est que lorsqu'on va voir dans notre disposition, on essaie de ne pas choquer dans le sens où il y a une sorte de conduite de changement. Donc, il y a une politique mise en place de manière graduelle. Donc, suppression pure et simple pour les sociétés de production, c'est une bonne surprise, je dirais. D'autres éléments peut-être à évoquer, c'est que
Pour l'IBS également, donc il y a aussi une volonté d'impulser une certaine dynamique économique pour encourager les entreprises en matière d'investissement et également un taux réduit d'IBS, donc qui passe de 19 à 10% pour le société de production, mais avec des engagements en termes d'investissement. On parle dans le détail pour ne pas anticiper sur le reste de l'émission. En tout cas, il y a des bonnes surprises. Et c'est les deux que vous relevez, pour l'IBS et pour la TAP. Effectivement. Et en d'autres termes, il y a aussi, je dirais, des mauvaises surprises. Moi, je ne comprends pas aussi, par exemple, la notion de taxe sur le dividende. Par exemple, lorsque vous avez une société B qui est détenue par une société A, lorsque la société B remonte les résultats, les bénéfices à la société A, il n'y avait pas de retenue IBS, donc il n'y avait pas les bénéfices qui ont subi une imposition d'IBS dans la société B remontaient à la société A. Il n'y avait pas d'imposition sur ces revenus-là, mais au moment de la distribution, si la société A décide de distribuer à des associés ou actionnaires de personnes physiques, là, il y a une imposition de 15%, ce qui est normal. L'imposition à l'IRG de 15% à la personne physique, c'est normal. Mais faire une double imposition, imposer donc des revenus qui ont fait l'objet d'une imposition à l'IBS. Ensuite, vous retenez encore 5% sur ces bénéfices qui sont distribués à la société mère. Ça, je trouve que c'est une cascade d'imposition qui est inutile. Et je ne comprends pas. D'un côté, OK, on lâche un peu de l'Est, mais de l'autre côté... On serre. Voilà, donc moi je ne comprends pas en tout cas, cette disposition. Voilà. Donc pour dire, en termes de surprise, il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà. Comme partout. C'est ça. Mahfoud Kaoubi, surpris ou pas? Surpris pour certaines choses. L'augmentation du volume de la dépense. Donc on avoisine pratiquement les 10 000 milliards de dinars. Donc un seuil que je trouve relativement haut et surtout donc une augmentation de pratiquement de 22% du budget de l'État comparativement à 2021. Plus particulièrement l'augmentation du budget de fonctionnement. Bon, même si l'augmentation du budget d'équipement est la bienvenue, dans la mesure où le gouvernement veut relancer la commande publique, veut relancer la croissance en mettant à contribution la commande publique, donc une augmentation de 27% du budget d'équipement. Mais la mauvaise nouvelle, c'est cette augmentation du budget de fonctionnement, donc 22%. Principalement des salaires, éventuellement, mais ça cache un petit peu une incohérence dans la mesure où on est dans une période de numérisation qui nécessiterait un redéploiement du personnel, une réaffectation beaucoup plus intelligente privilégiant l'efficacité et la rentabilité, et donc ne créant pas de charges supplémentaires, notamment dans une période où les recettes sont très rares. La deuxième chose aussi à laquelle il faudra faire très très attention, c'est cette augmentation du déficit budgétaire. Donc une augmentation du déficit budgétaire, il est pratiquement à 43% du budget général de l'État. Donc il y a un accroissement continu du déficit qui pourrait ou engendrer des effets négatifs ultérieurement en augmentant la dette publique, et deuxièmement, ça pourrait être à l'origine de tensions inflationnistes sur le moyen et long terme, ce qui affectera l'investissement in fine. La chose aussi, quand on parle de déficit, donc c'est une augmentation de 50%, donc on est à 150% par rapport au déficit constaté, déficit budgétaire en 2021. Sur le plan macroéconomique, donc ce sont des indicateurs qui tendent encore plus vers le rouge et qui devraient être pris en charge dans le très court terme pour ne pas être à l'origine de déséquilibres, encore une fois structurels, qui réduirait de toute l'efficacité de l'action gouvernementale. Et là, la chose la plus importante, l'appel, c'est que cette administration budgétivore, donc à laquelle on affecte continuellement des enveloppes budgétaires assez conséquentes, devrait en urgence être soumis aux contraintes de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des deniers publics, que ce soit pour les recettes. C'est vrai qu'il faut aller vers une efficacité en matière de recettes, mais surtout d'aller vers une rationalité, une efficacité de la dépense. Parce que tous les rapports
donc que ce soit de l'Inspection générale des finances ou de la Cour des comptes, désigne du doigt ce problème de nécessité de la nécessaire amélioration de l'efficacité de la gestion publique. Et là, je dirais, puisqu'on parlait de la loi de finances comme élément annonciateur de réforme, et là on parle de réforme économique qui devrait être annoncée en 2022, et personnellement j'attendais à ce que cet acte qui est la loi de finances, qui au-delà de l'aspect budgétaire est un acte législatif qui annonce des réformes. Donc la réforme de l'administration, la réforme monétaire, la réforme du secteur marchand de l'État, malheureusement on n'a pas eu de disposition qui annonçait clairement cette amorce du processus de réforme économique. Très bien. En 15 minutes d'émission, on a un peu dressé le tableau global. Non, on va essayer d'aller point par point. D'abord, première impression, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, tous les observateurs, les journalistes, on a l'impression que réellement c'était une loi de finances focus IRG. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez eu le même sentiment? Focus IRG. On n'a parlé que de ça, l'impôt sur le revenu global. Bon, je pense que les médias ont parlé que de ça. Bon, la loi de finances n'a pas parlé que de ça, mais je pense qu'à retenir l'attention parce que ça touche directement les salaires. Je pense et la majeure, je dirais partie, c'est que voilà, donc il y a un focus sur ça parce que ça impacte directement des salaires. Il faut savoir que le barème IRG, il date d'un certain nombre d'années. Il fallait une mise à jour de ce barème-là qui était à un certain niveau était devenu obsolète. Voilà. D'ailleurs, c'est pas uniquement la seule révision, il y a d'autres révisions dans les charges déductibles et ainsi de suite. On va y revenir. Par rapport au niveau du IRG, c'est que voilà, donc les 40 000 dinars à certaines époques qui avaient une certaine valeur, connaissons tous le niveau d'inflation qui est record en ce début d'année. Alors ça, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a plusieurs facteurs, parce qu'il y a l'inflation qui est galopante, je dirais. Vous avez aussi le taux de change qui, la partie dinar et devise, donc les monnaies fortes. Il y a une déperdition du dinar, une dévaluation, une dépréciation importante du dinar. Et sachant qu'aujourd'hui l'inflation n'est pas propre à l'Algérie. Vous avez la zone euro, on a touché des records d'inflation dans la zone euro. Les États-Unis, pareil, on a affiché des records d'inflation aux États-Unis parce qu'il y a une politique assez laxiste des banques centrales. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire pourquoi on parle de l'euro et des États-Unis, on en parle de l'Algérie. Oui, je parle de ça exprès parce que lorsqu'on importe en euros, en devises, donc il y a non seulement donc, une augmentation la matière première. Je parle pas. Alors, ça, c'est un autre effet qui vient aggraver encore le sujet. C'est que vous avez déjà la dévaluation du dinar. 2, vous avez l'inflation dans ces pays-là. Donc tous les prix dans ces pays-là augmentent. Y compris celles des matières premières, ceux des matières premières. Encore sur la raréfaction de la matière première. Donc il y a Covid qui s'est invité, malheureusement, qui ne veut pas partir, en tout cas qui est toujours là. On ne peut plus parler de post-Covid, on parle du co-Covid. On va coexister avec ce Covid, malheureusement. En tout cas, donc c'est un ensemble de facteurs qui viennent amplifier cette inflation. Donc pour revenir à notre sujet, par rapport à l'IRG, donc il fallait, c'est une action de mise à jour du barème. Lorsqu'on taxait les salaires imposables à 40 000 dinars, aujourd'hui, on remonte ce niveau d'exonération pour certains niveaux de salaire. Donc le barème a été revu par rapport à des niveaux de taxation. Il y a une exonération pour des salaires imposables qui sont à des niveaux inférieurs. Cela dit, peut-être pour qu'il n'y ait pas, je dirais, c'est une mauvaise interprétation. Nous avons un secteur aujourd'hui, par rapport aux pratiques du marché du travail, vous avez des salaires qui sont négociés en brut et du coup, donc vous avez automatiquement une augmentation de salaire parce que l'IRG que l'employeur payait à l'administration fiscale, désormais ne va plus payer à l'administration fiscale, donc ça c'est l'IRG qui part directement chez le salarié. Donc aujourd'hui il y a, je dirais, une augmentation, mais liée à une redistribution de l'impôt qui était censée être collectée par l'État, qui aujourd'hui repart au niveau des salariés, mais il faut préciser lorsque les contrats sont négociés en brut. Mais lorsque les négociations sont négociées en net, ça, ce n'est pas systématique par rapport à des employeurs et des employés qui ont convenu des salaires dont la rémunération est nette. Donc du coup, l'IRG qui est payé l'employeur à l'administration fiscale, ça, ce n'est pas systématiquement que ça va repartir chez le salarié. Donc, cette IRG dont on parle, je pense que c'est un bon élément, je trouve. Il fallait bien le réviser.
Des niveaux de salaire inférieurs, là, c'était logique d'exonérer d'imposition. Ça, c'était tout à fait louable et à saluer. Pour tenter, ne serait-ce que préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Parce qu'on ne peut pas parler de relance économique, on ne peut pas parler de renouveau économique s'il n'y a pas un niveau de consommation qui va permettre de renforcer le carnet de commandes des entreprises qui est à leur tour de développer leur business, leur chiffre d'affaires et la production, ainsi de suite. Donc c'est une mécanique qui permet justement de booster la dynamique économique. En tout cas, c'est pourquoi on parle beaucoup d'IRG, mais ce n'est pas la disposition, mais effectivement c'est pour ces raisons que vous venez de citer à l'instant. Vous êtes du même avis, Mahfoud Kaoubi, focus IRG, c'est pas pour rien? Le débat s'est focalisé principalement sur cet aspect IRG, et je dirais qu'il n'y a qu'un petit aspect sur lequel les gens se sont focalisés. Parce que le barème, la question du barème et la question d'exonération. Donc, c'est ce qui intéressait le commun des mortels pour dire que à partir du 1er janvier, j'aurai une amélioration de mon revenu ou de ma fiche de paye. C'est ça en quoi a constitué le débat pratiquement autour de l'IRG. Or, on parle du point indiciaire à partir du deuxième semestre de l'année. Oui, ça n'a pas été annoncé dans le cadre de la loi de finances, mais ça a été annoncé par Monsieur le Président de la République et aussi dernièrement par le Premier ministre, donc en donnant l'échéance du 1er avril. Mais la révolution dans le cadre de la loi de finances 2022 concernant l'IRG, c'est cet élargissement des catégories qui vont être soumis à l'IRG, qui antérieurement, qui jadis étaient soumis à d'autres taxes. Je citerai en particulier, il y avait des catégories qui n'étaient pas carrément imposables. Je parle plus particulièrement des agriculteurs, des activités avicoles et toutes les activités similaires et qui ont donc une connotation agricole. Et c'est qui se retrouvent à partir de l'année 2022 soumis à une déclaration qui sera soumise à un impôt sur le revenu global. Deuxièmement, l'impôt sur les revenus immobiliers. Au-delà d'un certain seuil, donc de 600 000 dinars, ces revenus qui étaient soumis à un impôt libératoire de 7 ou de 15% vont se retrouver concernés par le barème IRG, donc qui peut, dans certains cas, aller jusqu'à 35%. 600 000 dinars an, on est bien précis. 600 000 dinars an. 50 000 dinars mois, ça fait. 50 000 dinars mois. Donc, quand on sait le montant des loyers dans les grandes villes, on va dire que largement 70% ou 80% de ces... Et il y a aussi un élément important qui dénote la volonté du gouvernement d'imposer le capital. Donc, c'est les transactions immobilières. Donc, qui se retrouvent soumises donc, en matière de plus-value de cession, donc qui ne sont plus concernées par les abattements jadis accordés. Et donc, on comprend sur le plan de balance ce qu'on accorde en matière d'exonération d'IRG, on essaye de les récupérer en élargissant l'assiette fiscale et en imposant. Maintenant, la chose que nous, économistes, nous est un petit peu cher, quel serait le feedback, le retour? Le retour, au même titre que l'impôt sur la richesse ou la fortune, qui est institué et qui devrait être mis en application à partir de l'année 2022, dans la mesure où l'obstacle qui a été relevé en 2021, se rapportant à l'estimation des éléments immobiliers qui devaient être du ressort d'une commission interministérielle, serait, à partir du 1er janvier, du ressort du ministère des Finances uniquement. Et donc, c'est le ministère qui va déterminer quelle est la valeur de tel ou tel bien dans telle ou telle zone. Et ça ne va pas noyer un petit peu la décision. Donc, quel serait le retour? Parce que le capital, donc il y a ce dosage. D'une part, on veut défendre un pouvoir d'achat en érosion, et de l'autre part, on a besoin d'installer cette sérénité et cette stabilité qui est nécessaire au retour à l'investissement. L'immobilier, il faudra le rappeler, est un des secteurs qui connaît ou qui a connu durant la dernière décennie une croissance importante et qui a été à la fois à la source de croissance directe par les entreprises du bâtiment et de travaux publics,
par les promoteurs immobiliers, mais aussi par les particuliers qui investissaient et qui achetaient, qui donnaient cette dynamique. Donc frapper ce secteur d'activité par des impôts qui risqueraient, qu'est-ce que ça donnerait en fin du compte? Est-ce que ça produira un retour sur investissement pour le trésor public uniquement? On le saura durant l'année. On le saura durant l'année. C'est-à-dire, l'appel, c'est de ne pas rééditer les mêmes erreurs qui ont été faites, notamment pour cette taxe sur la pollution qu'on a confiée en 2020 aux assurances, en 2019 aux assurances, et on s'est rendu compte qu'en fin du compte, c'était un impôt inefficace, dans la mesure où il a été à l'origine d'une baisse d'activité du segment relatif aux assurances. Donc, vous voyez cet aspect rééquilibre, mais pas uniquement fiscal, pas uniquement comptable, mais ce retour de l'activité économique et la croissance. Car c'est la croissance. On parlait, tout à l'heure, M. Boussa parlait de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on ne l'améliore pas uniquement par les revenus. Il y a les 3 éléments qui rentrent dans l'amélioration du pouvoir d'achat. La productivité, la production et le pouvoir d'achat. Il ne suffit pas d'agir sur un axiome, un levier pour améliorer les choses. Sinon, ça serait source d'inflation et d'entrer dans une spirale inflationniste. Le véritable gage, c'est le retour à l'investissement. Le véritable gage, c'est que les entreprises qui ont énormément souffert pendant ces 3 dernières années reviennent à la sphère économique rassurées, accompagnées, et c'est justement sur ce terrain qu'on attendait énormément du gouvernement dans la loi de finances 2022. J'espère que ça sera rattrapé dans la loi de finances complémentaire pour 2022. Bien. Alors, l'IFU, messieurs, l'impôt forfaitaire unique. Les entreprises y avaient droit. Il y a 2 ans, ce n'était plus le cas. Sarl et Earl ne pouvaient pas, en tous les cas, être dans ce régime IFU. Restaient les personnes physiques. Le seuil était de 15 millions de dinars de chiffre d'affaires an. Là, c'est réduit à la baisse à 8 millions de dinars. Alors, ma question est la suivante. Est-ce le début de la fin de l'IFU? Rafik Boussa. Alors, merci, Samed, par rapport à votre question. En ce qui concerne l'IFU, ça a commencé avant, de 15, c'était à 30. Puis donc, ensuite, on a exclu les personnes morales. Donc, on commence à démonter, à décortiquer, en tout cas à réduire les champs. Voilà. Donc, le champ commence à se rétrécir. Voilà, on a évacué d'abord moins de 30 millions. Ensuite, on a exclu les personnes morales. Ensuite, 15. Ensuite, là, on parle de 8. Il y a eu trop de changements en l'espace de peu de temps, on va dire. Alors, en fait, il faut le dire aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des abus, dans le sens où vous avez des gens qui faisaient 30 millions de dinars en une journée, mais ils faisaient un effet d'autres. Ils sont l'effet, mais c'est pas normal. Ça peut pas. Il y a des gens des agents économiques, en tout cas, leur chiffre d'affaires journalier était à 30 millions de dinars, mais ils étaient inscrits à l'EFU. Donc ça, c'est des aberrations. Donc, à certains moments, il fallait un peu recadrer. Il fallait aussi mettre de l'ordre, parce que c'était, je dirais, un peu la foire. Voilà. Donc, à certains moments, il fallait revenir à ce niveau-là. Donc, en fait, l'initiative, c'est aujourd'hui, disparition, non, mais un rétrécissement et vraiment, il y a une volonté de circonscrire le périmètre d'intervention. En tous les cas, les professions libérales passent quasiment au régime réel. C'est ça. Donc là, on commence vraiment à rétrécir vraiment le champ où les agents qui sont éligibles à ce dispositif-là. Mais parce qu'in fine, il y avait vraiment des pertes fiscales et de recettes fiscales pour l'État. À certains moments, je suis d'accord lorsqu'on parlait d'optimisation, de gouvernance par rapport à la gestion budgétaire. Ça, c'est normal. Mais à certains moments aussi, il faut qu'il y ait des recettes. On ne peut pas que demander des baisses, on baisse par-ci, on aurait réduit l'IRG par là, on réduit la table par-ci, mais à certains moments, il faut qu'il y ait d'autres leviers, d'autres sources. Le débat de l'élargissement de l'assiette, justement. C'est ça. Donc, en fait, pour ne pas faire surbir les agents qui déclarent normalement leurs impôts, ne pas surbir une charge supplémentaire, donc réduire cette charge-là et accueillir davantage d'agents économiques dans la sphère formelle. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 leviers. Un premier levier, alléger le niveau de pression fiscale sur les agents économiques, qui tout de suite a un effet mécanique de réduction de recettes, mais en espérant d'accueillir davantage d'agents économiques qui sont dans l'informel, et cette main tendue pour les accueillir
avec une garantie formelle de ne pas les poursuivre si toutefois ils se manifestent de manière volontaire avant le 31 décembre 2022. Donc l'enjeu c'est ça, c'est qu'on réduit une pression sur les agents économiques en espérant d'élargir l'assiette et voilà, donc in fine pour les pouvoirs publics qu'il y ait un rééquilibrage des ressources et avec moins de pression pour les agents économiques. Mahfoud Kaoubi, je vous vois bouger de la tête. Vous approuvez cette démarche ? Je l'approuve sur le plan théorique, mais il ne faut pas rester sur ce plan-là. Il faut un petit peu cadrer avec la réalité du terrain. Parce que l'EFU a été institué justement pour simplifier les aspects relatifs à la déclaration. C'était 2003, si ma mémoire est bonne. 2003-2004. Première IFU, elle était à 3 millions de dinars à l'époque, et puis crescendo, elle a augmenté. C'était 2008-2009, je suppose. Hein. Donc 2008-2009. D'accord. Et puis 2007, parfait. Et donc, il faut rappeler aussi que les anciens gouvernements donnaient leur satisfecit de l'EFU et de son efficacité en matière d'amélioration et de simplification. Parce que soi-disant, ça poussait plein de gens à déclarer. À simplifier les choses. D'autant plus, la chose la plus importante, c'est les moyens dont dispose l'administration fiscale. Parce que quand on a une population soumise au réel, donc le ratio inspecteur ou agent de contrôle par dossier devrait être adapté à la nouvelle réalité. Parce que quand on accroît la population des gens concernés par le réel, on doit accroître les moyens de traitement des dossiers soumis au réel, chose qui est relativement plus simple par rapport à l'EFU. Maintenant qu'il y ait des dépassements, je suis entièrement d'accord. Et le dépassement existe aussi bien pour l'EFU que pour le régime réel, que pour le régime simplifié. Donc, il ne faut pas qu'on se cache derrière ça pour justifier le... Donc, ce qui était demandé, c'était une stabilité, un bilan effectif de la chose. Bon, il y avait des contradictions. On avait des sociétés d'importation qui étaient soumises à l'EFU, ce qui s'inscrivait complètement en contradiction avec le Code du commerce lui-même que par rapport à un principe d'équité et de suivi des opérations fiscales. Là, je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, pour les professions libérales, c'est une question qui fâche et qui, aujourd'hui, constitue un sujet de mécontentement de plein de professions libérales. Je ne suis pas en train d'appuyer dans l'absolu leur position, parce qu'il y a des écarts aussi. Il y a certains qui déclarent 100 000 dinars par an, chose qui est très très loin de la réalité. Maintenant, c'est à l'administration fiscale d'opérer les contrôles nécessaires pour contrecarrer les manœuvres frauduleuses. Donc, et puis, il y a cet aspect harmonisation qui a été prévu dans la loi de finances 2022 et auquel on doit vraiment signaler l'aspect positif. Agda, M. Boussa. Maintenant, la chose qui concerne l'EFU, je dirais que ça pourrait être source de renchérissement de prestations. Parce que quand les gens passent de l'EFU au régime, quand bien même simplifié, ils seront concernés par la TAP, ils sont surtout concernés par la TVA. Donc, il y aura un renchérissement de leurs prestations. Je parle des notaires, je parle des médecins, je parle des laboratoires. Les laboratoires d'analyse, ils étaient au régime du réel, donc le problème ne se pose pas. Mais il y a plein d'activités. Des médecins. Des médecins, donc des notaires, des avocats et autres professions qui verront leurs prestations au moins être renchéries de 20%. Quel serait l'impact sur la population en période, justement, où on parle de problèmes de pouvoir d'achat. Et puis s'il y a TVA, il n'y a pas de récupération de TVA de chez le parce client. Que c'est le consommateur final. La deuxième des choses concerne les supermarchés ou les supérettes. Donc, au-delà de 8 millions de dinars, on est soumis au réel. Et quand on parle de réel, ça suppose des frais de structure et des frais de gestion. Donc, une comptabilité, une TVA récupérée, chose qui ne peut être que la source d'augmentation en output des produits. Donc, c'est pour ça que j'avais dit qu'il y a la vision fiscale relative à l'optimisation des ressources, mais il y a aussi un environnement de la réalité du terrain, du pouvoir d'achat, et puis un dosage intelligent entre les deux contraintes afin de ne pas rentrer dans un cycle d'instabilité juridique
Parce qu'il faudra rappeler, pour les FU, l'année dernière, on a commencé les 6 premiers mois, avant la loi de finances complémentaire, sur une situation de stand-by. Donc on ne savait pas si on était sur le réel ou les FU. Et ce n'est qu'à partir de l'avènement de la loi de finances complémentaire qu'on a rattrapé. Et cette année, on revient à cette instabilité. Et c'est fort possible, si on continue on va avoir un feedback et un mécontentement, et il serait probable qu'on va réviser encore une fois. Et cette instabilité n'est pas bien pour tout le monde, y compris pour l'administration fiscale, qui a besoin de stabilité, de visibilité et d'éléments. Et c'est une question de charge de travail aussi. Des charges de travail, et il faudra le signaler. Certes, il y a un processus de réforme fiscale qui a été mis en place par le système d'information qui est en train d'être mis en application module par module et qui devrait, dans 2-3 ans, être rentré en application totalement. Mais il faut laisser cette sérénité et cette corrélation entre moyens et objectifs. Et pour les professions libérales, j'ai l'impression que les comptables sont les seuls bénéficiaires, parce que d'un côté, ils ont l'inconvénient, eux, en tous les cas, de passer vers le régime réel, parce qu'ils étaient eux-mêmes à l'IFU, beaucoup d'entre eux, mais entre-temps, ils récupèrent plein de nouveaux clients, parce que tout le monde passe au réel. Effectivement. Mais bon, ça dépend de la taille du client. Parce que c'est important. Monsieur Lahali, il y a client et client. Il y a ce client qui est prédisposé à une visibilité comptable et fiscale, et puis il faut revenir à la réalité du terrain. Il y a des clients qui préfèrent rester invisibles sur certaines pratiques. Et donc, un comptable qui a un client pareil, ce n'est pas le bon jour. Hein. Donc, il faudra le former, le sensibiliser et sacrifier beaucoup de temps pour, en contrepartie, un paiement qui n'est pas à la même dimension que la prestation fournie. Alors, Rafik Boussa, l'IBS, toujours à 26%, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont demandé à ce qu'on rabaisse cet impôt sur le bénéfice des sociétés. Cette année encore, ça n'a pas été le cas. On a l'impression que réellement, sur ce point, les pouvoirs publics restent intransigeants. Ça fait des années qu'on le demande et il n'y a pas d'évolution. Alors, je le précise, pour les services qui de 26%. Vous voulez toujours faire la dichotomie entre production et c'est pas moi qui veux. Moi, je dis que ça n'existe pas, mais c'est un agent économique. En bon consultant et en bon directeur général d'un cabinet, vous devez faire la différence entre les deux. En tout cas, moi, je ne fais pas la différence. Fiscalement, on devrait traiter, pour moi, de la même manière. D'un point de vue équité fiscale, ils sont tous égaux devant l'impôt. Voilà. Maintenant, parce que les services, ils sont taxés plus que la production, ou moi, en tout cas, moi, au contraire. Moi, je trouve qu'il faut unifier ce système d'imposition par rapport à l'EBS. Donc, pour revenir à votre question, l'EBS pour le société de service est maintenu à 26%. Par contre, il y a la charge, c'est le taux qui est affiché, mais en réalité, si vous avez beaucoup de réintégration, si vous avez beaucoup de... Par exemple, je donne des exemples. Il y a des révisions. Parce que si j'ai un résultat et j'ai beaucoup de charges qui sont pas déductibles, donc la pression fiscale peut être plus de 26%. En réalité, si vous analysez quelques bilans de société, le taux est plus de 26%, parce que vous avez beaucoup de charges qui ne sont pas déductibles fiscalement. Donc comptablement, c'est déductible, mais au niveau de la fiscalité, on dit que cette charge-là, elle n'est pas reconnue fiscalement. Donc du coup, le résultat fiscal est amené à être supérieur au résultat comptable. Donc du coup, le taux d'imposition peut être largement supérieur à 26%. Donc le taux effectif qui est décaissé. Cela dit, aujourd'hui, il y a quand même des points positifs qu'il faut le rappeler aussi. Donc, par exemple, l'amortissement des véhicules, c'était limité à 1 million de dinars. Donc, on ne pouvait pas. Donc, si on a un véhicule qui coûtait plus de 1 million de dinars, on ne pouvait pas passer une charge, en tout cas, qui ont été plafonnés à 20%, donc à 200 000 dinars par année. Là, aujourd'hui, on dit qu'il y a 3 millions de dinars. Donc, le fisc admet à ce qu'on passe un amortissement. Donc, il admet d'un point de vue fiscal à déduire un amortissement beaucoup plus important, 3 fois plus important. Et encore une fois, mais c'est juste mise à jour, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui... Il n'y a plus de véhicules à 1 million de dinars. Soyons sérieux. À condition qu'il soit un outil de travail. Alors, là, c'est pour les véhicules. Alors, si ça constitue vraiment l'activité, par exemple, société de location de voitures, il n'y a pas de limitation. Mais si c'est une société dont la vocation n'est pas... C'est le parc auto. C'est ça. Aujourd'hui, on a multiplié par 3. Donc, le fisc admet, en tout cas, 3 fois plus la valeur en déduction de fiscale. Donc, ça, c'est un point positif. Même si on a maintenu le taux de 26%, par exemple, pour les services,
Maintenant, quand je parle de véhicules, ça c'est un élément. Par exemple, les investissements de faible valeur, fiscalement, on vous dit tout de suite, si tu as 30 000 dinars, tous les investissements de moins de 30 000 dinars passent directement en charge, aujourd'hui à 60 000 dinars. Donc il y a aussi une acceptation d'un élément supérieur. En tout cas, il y a quelques efforts qui sont faits. Donc, mais je dirais plutôt une mise à jour. Parce que là, compte tenu de l'inflation, au niveau d'inflation, comme vous avez dit, il n'y a pas de véhicule à 1 million de dinars. Donc, à certains niveaux, on devient à des sujets, à des niveaux plutôt plus réalistes. Voilà. Ça paraît un avantage. C'est un avantage, oui, en quelque sorte, mais finalement, on se rapproche de la réalité. D'accord. Alors, Mahfoud Kaouvi, l'IBS, oui, depuis le temps. Voilà, c'est encore une fois ce dosage, cet équilibre entre les ressources et cette motivation que doit avoir un investisseur dans un contexte où l'informel est très présent, où la concurrence est déloyale et où on doit disposer sincèrement, parce que 26%, je considère que c'est élevé par rapport donc à ce minimum de motivation et cette volonté de réinvestir systématiquement et de ces obligations de croissance d'une entreprise. Je dirais que aller vers un élargissement de l'assiette fiscale, avec des taux relativement plus bas que ceux d'aujourd'hui, avec une volonté de soumettre tout le monde à cette logique de déclaration et de paiement d'impôts. Donc, je pense qu'on privilégie souvent, l'administration fiscale privilégie souvent cet aspect vertical, on garde la même population et on essaie d'accroître les revenus, au lieu d'élargir réellement et de réviser à la baisse les taux d'imposition, ce qui serait nettement meilleur sur le plan économique et demain sur le plan fiscal. À la faire poser un détail. Juste pour les sociétés de production, en fait, qui s'en sortent bien, je pense, parce que comme je l'ai parlé, il y a l'exonération de la TAP, ça c'est la bonne nouvelle pour les sociétés de production, de bien. Aussi en termes d'IBS, donc comme vous le savez, elles sont à 19%. Par contre, si elles engagent une opération d'investissement dans des équipements, là, donc le taux redescend à 10% au lieu de 19%. Donc ça, c'est un autre travail. Donc aujourd'hui, pour cette production qui décide d'investir dans des équipements en relation avec leur objet social, donc au lieu de payer 19, elle paye 10%, ou bien ce montant-là qui est réalisé peut être investi dans l'acquisition de parts sociales ou d'actions dans d'autres sociétés. Donc si une société A de production de biens réalise un résultat et elle investit dans des équipements, au lieu de payer 19, elle paye 10%. Donc, elle a le choix d'investir dans des équipements ou bien d'acheter des parts sociales ou des actions dans des sociétés à condition qu'elle les garde pendant 5 ans. D'accord. Alors, il reste 10 minutes. Essayons de parler un peu d'entreprise. On va dire que l'entreprise, de manière générale, est passée ou passe toujours par des moments difficiles, 2019, les 2 années de Covid, et que ces entreprises s'attendaient plus ou moins à des allègements fiscaux, à plus de mesures légères, on va dire, qui allaient un peu diminuer la pression sur elles. Ça n'a pas été le cas. Il y a toujours cette pression fiscale. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont tout intérêt, du moins durant cette période précisément, parce que c'est une période extrêmement délicate, et on a vu d'ailleurs l'inflation de cette semaine, revoir un peu leur copie sur certains aspects afin d'encourager les entreprises à aller vers l'investissement de plus en plus. Mahfoud Kaoubi. Oui, effectivement, on attendait beaucoup en matière d'actes ou de décisions vers les entreprises. Certes, les pouvoirs publics ont consenti certaines mesures de prise en charge de pénalités de retard, de report en matière de paiement. On les appelait des mesurettes. Des mesurettes qui, de plus, étaient mal appliquées par les administrations concernées. Il faudra aussi le préciser, cette déconnexion entre ce qui est décidé au niveau... Et ce qui est appliqué au niveau de la base. Voilà, chose qui réduit un petit peu même de l'efficacité des mesures qui étaient prises. Maintenant, quand on voit ce qui a été mis en application dans d'autres contextes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour soutenir un petit peu, donc que ce soit par des relais en matière de crédit d'exploitation, par rapport à des réaménagements en matière de crédit
d'investissement qui étaient accordés ou de prise en charge de différentiels de taux d'intérêt. Je dirais qu'on est un peu loin de ce qui a été fait ailleurs. Ce qui a été fait ailleurs, parce que les choses sont intervenues, notamment pour le secteur bancaire, dans un contexte d'immobilisme et d'absence de prise de décision dans souvent de cas, et considérant que l'ère économique est complètement différente que de l'ère administrative, dans la mesure où l'opportunité de la décision est importante dans un contexte T, et qu'une fois dépassé, c'est un processus de dégradation que subit l'entreprise et dont la prise en charge devient de plus en plus lourde, aussi bien financièrement qu'économiquement, que sur le plan du marché et des relations avec les partenaires, que ce soit en approvisionnement ou en client. Donc, on attendait cet effort. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'à travers le document de la loi de finances, à travers les décisions qui sont prises et qui sont mises en application, on sent cette traduction de la volonté de venir à la rescousse d'un secteur économique qui a énormément souffert. Et qui continue de souffrir. Et qui continue de souffrir. Et je dirais que le problème qui se pose, c'est un problème d'affectation de ressources. Il y a cette priorisation qu'on ne ressent pas, cette efficacité qu'on ne ressent pas. On continue à augmenter les budgets des administrations et on ne donne pas assez de souplesse pour l'entreprise. Privée surtout. Donc on continue cette logique trésor et on oublie cette priorité à donner au marché, donc aux entreprises, aux acteurs économiques. On n'a pas cette logique de formation des processus par le bas. On est dans une logique qui continue à fonctionner par le haut. Et c'est le fonctionnement de notre administration au jour d'aujourd'hui. Et c'est dans ce sens que je parlais tout à l'heure de la nécessaire réforme de l'administration. La réforme, ce n'est pas uniquement dans l'exécution, c'est dans la réflexion et dans l'affectation. Si on arrive à régler ce problème, donc avec les 10 000 milliards de dinars, on pourrait faire beaucoup mieux. Et on pourrait donner plus de chances à l'administration, on pourrait élargir encore. Et en matière d'initiative, je trouve qu'on est un petit peu prisonnier de ce qui se fait ailleurs ou de ce qui a été fait. On n'innove pas. On est sur ce principe d'impôt progressif, alors que dans une logique de captation du marché informel, on aurait pu partir avec une logique d'impôt dégressif pour intéresser encore plus de gens. Et si, c'est vrai, on reviendra à cette disposition de la 141, je pense, relative à cet acte envers l'informel. Je dirais que c'est une décision mi-figue, mi-raisin. On ne veut pas aller jusqu'au bout. Oui, parce que c'est ça le courage, le déclic qu'on doit produire. Et a un rapport avec le temps. Il a un rapport avec la confiance. Il a un rapport avec le signal qu'on veut donner. Si on rétablit les choses et on est certain, je pense qu'on peut embarquer ce marché informel, on peut unifier les marchés, et ce n'est que par l'unification des marchés qu'on peut résoudre nos problèmes de gouvernance et nos problèmes de déclaration et de revenus. Cette dynamique entre le Trésor, les marchés et les différents acteurs économiques. Alors, l'affaire Boussa. Alors, juste, moi, j'interviens sur la partie subvention. Moi, je pense qu'il est urgent aujourd'hui d'aller vraiment vers un système de ciblage. Parce que vraiment une politique, enfin, vraiment, il y a du gaspillage à outrance. Alors, lorsque vous passez dans des cités, vous trouvez des poubelles de pain. Je trouve que c'est un problème. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à subventionner de manière... Bon, cette semaine, je ne pense pas. Oui, mais... Je vous assure que ça existe toujours. Ah bon? Moi, je n'ai jamais vu dans ma vie des poubelles de pain qu'en Algérie. Bon, ça, c'est malheureux. Mais on ne peut pas continuer à subventionner à tort et à travers. Et là, c'est vraiment, il y a des fuites gigantesques. Et on essaye de colmater ou de régler quelques petits problèmes, mais il y a des problèmes. Je pense qu'il faut vraiment aller de manière directe et les régler. Il y a des dispositifs techniques, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est des acquis. C'est difficile d'aller tout de suite s'attaquer à ce gaspillage-là. Mais il y a des dispositifs technologiques, techniques. Aujourd'hui, au lieu de subventionner le produit, aider
les familles nécessiteuses. On sait tous que la notion sociale de l'État, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on gaspille. Aujourd'hui, il y a un gaspillage énorme. Donc là, il y a vraiment des optimisations à la louche qu'on peut faire. Donc voilà, des quick wins qu'on peut tout de suite mettre en place. Parce qu'on subventionne du carburant, on subventionne le taux de change il est subventionné, ça c'est pas normal. On peut pas continuer à fonctionner avec ces subventions-là. C'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Nous, entre Algériens, à un certain moment, on ne peut pas tous crier à dire que voilà, même de Nash, alors qu'à certains moments, ne peut pas bénéficier des subventions. Peut pas. C'est intenable. Et là, il faut prendre son courage et affronter ce problème de la manière, je dirais graduelle, mais en tout cas entamer le process, parce que je trouve que ce sujet-là, il est important. En plus, lorsqu'on parlait du Covid, et effectivement, par rapport aux entreprises, dans des pays en Europe ou aux États-Unis, vous avez les banques centrales, notamment la Fédérale de Réserve, la BCE, qui ont vraiment ont adopté des politiques très laxistes à des taux zéro, presque des taux négatifs, même pas zéro. Donc, les banques primaires empruntées à des taux négatifs. Aujourd'hui, en Algérie, les taux d'intérêt sont tellement élevés. Vous allez me dire, oui, l'inflation aussi, elle est élevée, donc donc ça va avec. Mais aujourd'hui, on ne peut pas relancer une économie avec des taux d'intérêt de 6, 8, 10%. Vous avez des taux prohibitifs, parfois vous avez des taux d'intérêt qui ne peuvent pas stimuler ou dynamiser l'économie. Alors que vous parlez aujourd'hui de la Fédérale Réserve qui commence à songer à remonter leur taux, mais on parle de 1%, 0,50%, 0,5%, 0,75%. On est à un niveau vraiment bas par rapport à ce qu'on applique chez nous. Oui, mais on n'a pas les moyens, il faut qu'on se le dise. On n'est pas la Fédérale Réserve ni la Banque Centrale Européenne qui ont les moyens d'injecter et qui ont la confiance de leur monnaie. Malheureusement, notre monnaie, elle n'est pas une devise forte. Vous venez de prononcer le mot sur lequel j'aurais aimé qu'on termine, il reste 2 minutes, la confiance, celle des entreprises surtout, vis-à-vis du fisc, vis-à-vis du climat des affaires de manière générale. Comment faire justement pour redonner cette confiance que malheureusement les entreprises ont perdue ces dernières années ? Pour terminer, en 1 minute. C'est la mobilisation. La mobilisation et les décisions courageuses. Donc, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut que l'on sache, tout le monde, que les décisions sont difficiles et sont amères. Donc, son sacrifice, son volonté de permettre cette bonne affectation des ressources, on gaspillera encore plus de moyens et on réduira encore plus de chances pour revenir à une croissance structurellement soutenue. Monsieur Boussa, et je terminerai par un sujet qui fâche énormément, cette question des subventions, mais au-delà de l'aspect social, le problème des subventions est à l'origine de ce principe de dualité des prix, qui est à l'origine de la dualité de marché et qui est à l'origine de tous les maux qui rongent la société algérienne. Ça pervertit le travail, ça touche à la consommation et, in fine, on a un système une fonction économique qui fonctionne sans élément important qui est le prix. Donc, dans toute fonction économique, l'élément prix, il est partie prenante indispensable. La logique de subvention telle qu'elle est appliquée en Algérie le pervertit, le vide de sens, et c'est dans ce cas qu'on ne se retrouve pas à chaque fois qu'on prenne un modèle ou des dispositions. En 2 mots pour terminer l'affaire Boussa sur la confiance. In God we trust, comme on dit sur le BER. Bon, on croit en Dieu, d'accord, donc ça c'est clair, mais après, je pense que la confiance, la notion de crédit, qui veut dire credere et en latin qui veut dire confiance, on ne peut pas construire une économie sans qu'il y ait la confiance entre les agents économiques, entre l'administration, l'administré, ceux qui gouvernent et l'ensemble de la population. Je pense qu'il faut qu'on se dise les vérités, il ne faut pas qu'on se voie la face. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut les dire. Aujourd'hui, le système de subvention ne tient pas la route. C'est vrai, c'est douloureux. C'est vrai, c'est des acquis. Aujourd'hui, ça devient des acquis. C'est des acquis sociaux. C'est-à-dire tout le monde, c'est un droit à tout le monde. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on ne paye pas les prix à leur juste valeur et qui est source de gaspillage. Ça, c'est pas normal. C'est indéniable. Voilà. Donc, je pense vraiment tout de suite, rapidement mettre en place un système qui permet d'aider les familles nécessiteuses, mais il faut mettre en place un système d'identifier et de tracer où les subventions vont y aller, enfin, en tout cas, les aides vont y aller, et lever de manière graduelle, mais pas éternelle. Il faut aller vraiment accélérer les choses.
certes graduelle, pour ne pas, je dirais, bousculer l'ordre établi, mais il faut entamer le sujet, il faut avoir le courage de l'entamer une fois pour toutes. Merci beaucoup. Rafik Boussasseyo, Grant Thornton Algérie, cabinet audit et conseil. Merci également à Mahfoud Kaoubi, analyste, économiste financier. Voilà, madame, monsieur, on a essayé de revenir sur les principales dispositions de cette loi de finances pour 2022. Quelques-unes, puisqu'il y en a tellement, et en 1 heure de temps, on ne peut pas tout dire. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur L24 News. Très bonne soirée, à la semaine prochaine. Bonsoir.